Bienvenue dans Signe, le podcast dédié aux signes. Chaque épisode est centré sur un signe choisi par l'invité. Il peut être visuel ou sonore, et comme symbole, indice, geste, inscription, objet, tout ce qui lui parle. Nous examinons le fonctionnement du signe, les contextes dans lesquels il apparaît et les manières dont il est interprété. Cette semaine, je suis ravie d'échanger les rôles et de parler du I minuscule anglais avec Nicolas Pommier, qui était mon invité lors de l'épisode numéro 5. Pour ce 7e épisode, le 4e en langue française, c'est donc moi qui reçois exceptionnellement Sophia Burnett, la créatrice de ce podcast. Sophia Burnett est enseignante-chercheuse à l'Université de Toulouse, rattachée au laboratoire LERD, et chercheuse associée au laboratoire Agora de Cergy Paris Université. Et ses travaux, situés à l'interface de la sociolinguistique, de la grapholinguistique et de la linguistique cognitive, portent sur la manière dont les formes écrites acquièrent une valeur sociale en usage. Sa thèse de doctorat, dirigée par Julien Longhi, est consacrée aux usages non standards du I minuscule comme pronom de première personne singulier en anglais numérique, et à sa capacité à encoder des variations de sens à la fois pragmatiques, atexicales et iconiques. Ses travaux actuels s'intéressent d'une part aux effets morphosyntaxiques de la variation graphique, et d'autre part à l'identification de signes incarnés et situés dans les productions hybrides, humains, modèles de langage. Elle a présenté ses recherches lors de diverses conférences internationales, à la New Ways of Analyzing Variation à New York, à l'International Linguistic Association dans le New Jersey, et à la Hanyang International Symposium on Phonetics and Cognitive Sciences of Language à Séoul. Elle a publié dans des revues et ouvrages parus chez De Gruyter et Nard, mais aussi chez Benjamins, avec des travaux à paraître sur la notion d'iconicité. Vous pouvez retrouver sa biographie et les références de ses travaux sur le site sciencepodcast.com. Une des questions que je voulais poser au début, c'est pourquoi tu as commencé à t'intéresser à ce phénomène-là à l'origine. Oui, à Usage en l'époque, ligne, c'était oui. Twitter. Oui, donc D'accord. j'étais curieuse à savoir pourquoi des personnes utilisaient le minuscule parfois et d'autres fois pas. Donc, c'est vraiment parti d'une simple observation. D'accord. Ouais. Si une personne à l'école ou collège, lycée ou université écrit un essai en incluant un minuscule, c'est vraiment aujourd'hui considéré encore comme étant une faute grammaticale, une faute orthographique. Donc, il y a vraiment ces deux mondes aujourd'hui qui existent, d'appréciation très différente du minuscule. Oui, effectivement, comme pendant si longtemps, en fait, en anglais, le I majuscule, c'était le standard et il n'y avait que des artistes ou des poètes qui jouaient avec ça et qui osaient le subvertir parce que ça voulait vraiment dire quelque chose, comme E. Cummings, le poète, ou Bell Hooks, qui écrivait son nom tout en minuscule. Il y a d'autres mouvements artistiques aussi. Oui, je pensais en typographie, à partir du Bauhaus, on a commencé à rejeter toutes les lettres capitales, un peu pour des raisons politiques, pour avoir une forme d'égalité entre toutes les lettres. Donc notamment Herbert Bayer qui a théorisé ça, mais aussi des artistes comme Hermann de Vries qui dans les années 60 refusaient toutes les capitales, etc. C'est quelque chose qui était assez présent en typographie. Ouais. Absolument, et ça, ce que tu viens de dire, ça démontre à quel point le graphique incarne des idéologies et on a tendance à l'oublier, mais ces graphismes font partie de nos mots qu'on met dehors, donc c'est l'idéologie derrière ça, c'est vraiment quelque chose à ne pas ignorer, je pense, même lorsqu'on parle de linguistique, sciences de langage. L'arrivée d'Internet a vraiment bouleversé le monde, ça on le sait, mais aussi parce que juste par le nombre de communications par l'écrit
qu'on n'avait jamais vues auparavant dans l'histoire de l'humanité. Donc on a désormais une ontologie dans laquelle la première personne du singulier est utilisée à une fréquence phénoménale, puisqu'en plus, en anglais, avec les verbes cognitifs qui requièrent la première personne du singulier, SVO, donc c'est une construction grammaticale qui met la première personne tout le temps là, et on ne peut pas faire sans. Zipf, au début du XXe siècle, avait une approche mathématique par rapport à la fréquence, qui disait plus il y a de fréquences, moins long est le mot. C'est la loi de Zipf, c'est ça? Loi de Zipf, ouais. Mmh. Et c'est intéressant aussi parce qu'il y a des gens comme Joan Bybee qui ont repris ça plus récemment dans la linguistique de l'usage et qui ont démontré que plus un mot est fréquent, plus ce mot sera destiné à s'effacer, destiné à s'affaiblir. D'un point de vue phonétique? Il y a phonétique, mais après on peut parler de la graphophonologie aussi, Mmh. parce qu'il y a des choses aussi qui se passent là-dedans et c'est très intéressant. Parce que le I majuscule, le I d'avant, c'est-à-dire le seul I qui existait, c'était un diphtongue, alors que moi-même et d'autres personnes, je pense à McCulloch qui avait écrit ce livre Because Internet, et d'autres personnes encore qui théorise que le minuscule est une forme phonologiquement plus faible que il y a ça s'appelle monophthongization, Oui. où on passe d'un diphtongue, donc c'est une articulation en 2 temps, et les monophthongisations en anglais, très souvent, c'est le schwa fini avec le e. Les réductions phonétiques, très souvent, ça va vers les sons de e. Donc, Ah, c'est hem, monophthongaison. monophthongaison, génial. Le I majuscule standard, c'est un diphtongue, et le I minuscule, je le pense, c'est un monophthongue. Donc c'est Mmh. un processus qui s'opère, qui adoucit, qui rapetisse le son plus vers un schwa, qui est son cas d'ailleurs lorsqu'on parle de monophthongue en anglais. Voilà, Et là, cette donc je monophthongue, trouve ça, ce serait en lien avec, l'endophasie? Parce que si c'est à l'écrit, c'est pas prononcé tel quel, c'est ça? Donc c'est une supposition ou c'est vraiment attesté, comme monophthongue? oui, l'endophasie, c'est effectivement lorsque on lit quelque chose, ou même sans lire, mais surtout lorsqu'on lit, c'est la petite voix dans la tête qui lit en même temps. C'est une voix intérieure. Comment dire? Cette notion que cette variante minuscule possède un son de monophthongue et non pas de diphtongue, c'est attesté à partir de plusieurs études croisées d'ailleurs. Des études que moi-même j'ai fait avec des étudiants, donc avec des choix de sons et de graphiques qui devaient faire correspondre. Il y a plusieurs expériences qui ont été faites par des chercheurs qui soutiennent cette idée que les variations graphiques sont intimement liées à la variation phonologique. Nous ne faisons que ça toute la journée. On ne se rend pas compte, mais nos voix intérieures, alors il y a des personnes qui souffrent de certaines conditions qui n'ont pas du tout de petite voix. Mmh. Mais la plupart des personnes lisent avec une petite voix dans la tête, donc en endophasie, ou réfléchissent ainsi également. La réception du I minuscule, pour le coup, effectivement, moi je pense, comme d'autres, que ça ne va pas être reçu de la même manière, D'accord. Mmh. phonologiquement, en le lisant. Ouais. Oui, donc la phonologie, effectivement, c'était important de le dire, l'endophasie, parce que les travaux de Bybee étaient surtout sur l'effacement phonologique, donc la restructuration de cette manière, mais ça fonctionne également sur des mots écrits. Et donc,
La particularité de ce mot écrit, c'est que c'est un tout petit mot, donc on a un seul glyphe, un morphème. C'est déjà petit dans son état standard et ce qui me fascine, c'est que, avec la fréquence et donc ce que Zip a dit, ce que Bybee a dit, c'est que malgré sa petitesse au départ, ça a réussi à être encore plus petit. Donc ça, Yeah. un usage du i minuscule pour première personne du singulier en anglais, ça se rencontre uniquement en ligne, enfin a priori. Et qui est-ce qui utilise cette forme-là et qu'est-ce quels sont les usages qu'elle recouvre? Alors, oui, c'est une bonne question. Il y a des dualistes et des monistes, hein, voilà, est-ce qu'il y a deux mondes qui existent ou est-ce que c'est le même et le monde en ligne est informé par le. Je pense que effectivement le monde en ligne est informé par le monde hors ligne et vice versa, mais qu'il y a quand même une distinction assez nette entre les deux. C'est massivement utilisé en ligne, mais justement les institutions dont on parlait avant, les écoles, les universités, les institutions de la langue en fait, qui disent ce qui est juste et pas juste, ce qui est correct. Là, dans ce monde-là, hors ligne, ce n'est pas possible sans que ce soit perçu comme soit une faute orthographique, soit le signe de quelqu'un qui est vraiment pas très intelligent ou qui est pas très soigné ou voilà. Donc c'est Paresseux. ça paresseux Mmh, exactement. Donc il y a des idéologies assez négatives autour mmh. du minuscule hors ligne, alors que en ligne, avec l'arrivée des réseaux sociaux, ce qui est très important, je pense, de se rappeler, c'est que c'est pas un remplacement, ça arrive en supplément. Le minuscule n'a pas oblitéré le majuscule et donc désormais, nous avons 2 formes. J'aime bien penser à une sorte de mitose. Donc, le Mmh. mitose, c'est biologique. Donc, c'est un processus biologique où il y a une cellule qui se divise en 2 pour se recopier. Donc, ici, ce serait pas une vraie mitose, mais une mitose asymétrique où le I majuscule d'avant, qui était la seule forme possible de la première personne en anglais, se split en 2 et qui produit ce minuscule, cette variante, et dans le même temps, redouble de force par opposition. Mmh. Le I standard d'aujourd'hui est plus fort que le I standard d'avant. Donc Qu'est-ce que je veux dire par plus fort? C'est dans les idéologies qui sont véhiculées, peut-être même la phonologie, peut-être que le diphtongue sera plus marqué aujourd'hui en opposition au I minuscule. donc ce serait une Voilà, donc affirmation plus à forte de l'arrivée. sa subjectivité, c'est ça? L'emploi du i, capital? C'est associé Oui. à une affirmation plus forte de soi? Oui, 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 donc on Mmh, est là dans la psychosémiotique, donc mmh. effectivement, ce serait en opposition que ça redouble de confiance entre guillemets. Oui, on parle d'ego en fait, tout simplement. Comme il y a non seulement maintenant ce I minuscule, donc cette variante atténuée, il y a sa version opposée et donc pour pouvoir, parler en ligne, écrire des choses dans des forums, c'est parfois diplomatiquement complexe, de prendre la parole. Je pense pour les utilisateurs, c'était vraiment quelque chose d'excessivement bienvenu que d'avoir ce choix dans la proposition, heu, de sa personne face au monde. C'est vrai que Yeah. je trouve ça amusant que enfin, ça ce soit un peu concomitant au développement du iPhone où justement le i est minuscule. Ah oui, oui, oui. Bon, après le stylistique et les reprises de circulation avec le monde du marketing sont multiples et Mmh. complexes. Mais là, pour le coup, il y a une juxtaposition minuscule et puis fun. Ouais. Mais c'est un peu comme les Y, une fois Mmh. qu'on commence à le regarder, on le voit partout. Donc on voit les 2 choses en ligne, hein. C'est pas juste,
quand voilà, il y a plus que le minuscule maintenant. Et c'est pas le cas que tout le monde écrit en minuscule partout, tout le temps maintenant, mais par exemple, même, dans certaines langues, c'est encore, impossible. L'allemand, nécessite, que les noms soient en majuscules et ça, c'est encore quelque chose qu'on voit en ligne, quelque chose qui perdure. Je voulais parler d'indexicalité, du minuscule comme, index. Purse, donc parler de l'index comme étant extérieur à l'énonciation. OK, quelque chose qui, pointe vers un objet extérieur à l'énonciation et évidemment grammaticalement, c'est la personne référent du I, donc la première personne, donc l'auteur. Mmh. Mais justement, si on dit que c'est un remplacement et non pas une substitution, le I minuscule, c'est une dichotomie qui se met en place qui est super intéressant parce que peut-être que ça renvoie à quelque chose qui n'est pas tout à fait exactement pareil que le I majuscule. Voilà. Mmh. Donc c'est en opposition aux notions, saussurien, que le signe et le signifiant et le signifié, c'est arbitraire. Pour moi, ce changement de signe, cette modification dans la forme du signe, ça évoque un changement de sens. Donc évidemment, c'est pas, je ne suis pas cette personne, mais il y a, quelque chose qui se joue su dans la couche lexicale, qui est modifiée. Donc la Ça couche permettrait une sorte grammaticale de reste de intouchée. partition du moi et de faire appel à différents aspects de ce moi. Exactement, yeah. Et ça, on le fait déjà, on n'a pas besoin de l'arrivée du minuscule pour faire ça. C'est quelque chose que l'on fait avec, des mots, à chaque fois qu'on écrit à quelqu'un ou, en ligne. Au début, mon collègue le dit dans Because Internet, ce qui était très, très clair, c'est que ça a été, repris immédiatement et fortement par une population assez jeune. Et ce qui est souvent le cas de nouveautés, en fait. C'est Mmh. souvent le cas que, ce sont des choses qui sont, «testées» entre guillemets par une population jeune et puis après repris par des populations autres, et c'était le cas avec le I minuscule. David Crystal en parle dans TextSpeak. Ça, c'est un peu différent parce qu'au tout début, c'était des téléphones, avec des touches. On ne pouvait pas accéder, très facilement à des changements de caractère. C'était une sorte d'assemblage d'acronymes et c'était très, cryptique, en fait. Le langage SMS, c'est ça? Hem, Au départ? c'est ça Mmh exactement, mh, mmh, SMS, mmh, TextSpeak, mmh, ouais, mmh. langage SMS. Et ensuite est arrivé, internet et malgré la facilité, après de pouvoir, taper sur un clavier ou d'avoir un téléphone avec, des touches directes de l'alphabet, enfin, il y a des gens qui l'ont préservé, mais ces gens qui ont préservé, c'était une forme d'index, OK? Mmh. C'était une, in-grouping, c'était pour signaler qu'ils appartenaient à un groupe social, donc en l'occurrence là, les plutôt jeunes Mmh. qui avaient l'habitude, d'écrire avec une SMS. Au départ, on a une utilisation du I minuscule aussi, je pense, pour des raisons idéologiques. Parce que justement, si en opposition à la rigueur, si on veut, du I majuscule imposé par l'État, Mmh. imposé par sa prof, et donc une manière sans trop de danger, et assez facile d'accès de rébellion, Mmh. et puis d'appartenance à quelque chose, à une communauté via le I minuscule qui raconte, heu, bah, je ne suis pas un banquier, quoi. Je j'ai 17 ans, tout ça. Donc ça, c'était plutôt à l'origine un usage un peu subversif
Et c'est après que ça a pris d'autres, que ça aurait pris d'autres, significations? Oui, oui, oui. Donc, Silverstein parle d'indexicalité, de enregisterment. Hem et donc l'indexicalité, processus super intéressant parce que, ça permet à un phénomène d'être, identifié, à l'intérieur d'une communauté qui l'utilise, par d'autres personnes et puis, de l'emprunter et de l'importer pour leurs propres besoins qui seront peut-être un peu différents, mais dont l'index au départ, l'indexicalité reste, intact. C'est-à-dire que j'appelais ça active nonchalance. La forme utilisée par les jeunes, j'appelais ça la nonchalance active. C'est-à-dire que pour pouvoir au début mettre un I majuscule, il fallait faire tout un truc dans les paramétrages de son téléphone pour pouvoir, passer outre le autocorrect. Donc c'est pas mal de travail juste pour paraître, nonchalant. Pour Yeah, mettre le I minuscule, c'est ça? exactly. D'accord. Oui, donc ça c'est très intéressant parce que c'est je pense, ce nonchalance qui était, convoité lorsqu'on a écrit avec ce minuscule, massivement au début et c'est une nonchalance qui a été, repris par d'autres, personnes pour justement dans des, situations en ligne un peu compliquées parce qu'en ligne, on peut parler de politique ou des choses vraiment qui fâchent, où très vite, les passions montent et ça peut être terrible. Mmh. Ou le fait de se présenter un peu la tête baisse, en utilisant cet index de nonchalance, voilà. Je dis ça, j'ai une opinion, je dis ça, mais c'est voilà, sachez que je le dis de manière nonchalante. Il y a d'autres formes, extralinguistiques qui servent cette fonction-là. Il y a des emojis, il y a des tone indicators qui sont utilisés beaucoup sur Reddit. Mais c'est pas toujours, l'endroit ou les communautés, c'est pas toujours l'endroit pour utiliser ce genre de choses. La première personne minuscule est vraiment reconnue par tout le monde et permet de façon très économe d'apporter un stance en fait. Là, on est dans le pragmatique et désamorcer des choses ou éviter des prises de position potentiellement trop conflictuelles, quoi. Mmh. Voilà, donc l'indexation faite par les jeunes avec ce nonchalance ça a vraiment été identifié par des personnes qui l'ont repris pour d'autres fins. C'est vrai que j'ai Yeah. découvert ça en parcourant la thèse, les tone indicators, je connaissais pas. Donc c'était des sortes d'abréviations de quelques lettres en Yeah. tête de message pour indiquer comment ça doit être lu. J'ai pas l'impression que ce soit Oui. très répandu encore, mais bon. Non, Mmh. non, ça c'était vraiment plus sur et puis je pense que c'est un peu passé de mode maintenant. Il y a des effets de mode avec ces choses-là. Mmh. Là, c'était plus sur Reddit, D'accord. la plateforme Reddit, où il y a beaucoup de forums et c'est assez policé en fait. Donc, il y a des modérateurs, donc le ton est très important. Voilà. Ça peut être abordé comme un index et ça peut être abordé également comme une icône dans le sens persien encore, c'est-à-dire quelque chose qui a une ressemblance visuelle très forte à son objet. Okay. Mmh. So, il Donc là, s'avère on est dans que l'anthropomorphisme là, à nouveau? yeah, on est en plein dedans. Ouais. Et l'incarnation et tout ça. Hem, Ce qui est intéressant, c'est, ça fonctionne aussi, je pense, j'avais fait une, petite expérimentation, au tout début de DALL-E.
la version, l'intelligence artificielle générative de l'image. Donc, DALL-E, j'avais demandé à l'époque un prompt sur Que je crois que c'était dans la thèse, j'ai vu un passage où il y avait oui, des images de femmes incarnées en je sais pas si c'est oui, à c'est ça dont ça. tu ouais. Donc c'était, c'est exactement ça et donc j'avais demandé à DALL-E si la lettre I était une femme et c'était très parlant parce que le majuscule, il y avait une corrélation avec une, forme stylistique qui démontrait une femme, forte, sûre d'elle, qui regardait l'objectif. À l'inverse, le minuscule qui était une femme, sont très, yeah, vraiment amoindris. Donc c'était juste un petit, expériment comme ça, mais je pense que c'est pas dingue, d'imaginer que la plupart des personnes vont anthropomorphe le I majuscule en être fort, sûr, confiant et le minuscule en timide ou Mmh. humble ou tout simplement amoindri. Donc, Mmh. ouais et on peut le tester aussi en le mettant aussi grand que si on fait un I minuscule la taille d'une maison, ça va toujours représenter quelque chose d'amoindri et c'est le phénomène qui se passe là-dedans lorsqu'on parle de icônes. Mmh. Hem, mais ça vient rejoindre et soutenir, je pense, des théories, par exemple de Goffman. Je ne sais pas si tu connais Goffman, mais Un peu, il oui. a sa théorie de la face, donc c'est de la sociolinguistique et donc la face, donc c'est une image sociale, que l'on crée et qu'on partage avec le monde, donc c'est très, très important. C'est une sorte de visage symbolique, donc ça peut être construit, par tout un ensemble d'écrits, comme ça peut être construit par, le choix stylistique à tout plein de niveaux, on peut construire sa face. Et surtout, le préserver, en fait. Face saving, donc il Mmh. parle de face saving, donc c'est la Oh. préservation de ce visage symbolique, que l'on a créé et c'est vrai que en ligne, en particulier, dans des conversations avec des personnes qui sont plus ou moins anonymes, il peut être, très utile d'utiliser la version amoindrie comme, face saving, surtout pour, émettre des opinions, pour ne pas C'est ce que être, tu appelles, le shielding, non? Heu, aussi. ouais, Mmh. ouais, ouais. J'ai un peu conceptualisé Mmh. ces usages, en fait, dans Mmh. la thèse. Le face de Goffman, c'est pas incompatible non plus avec, le pragmatique de Austin, par exemple. Austin a écrit sur ses speech acts. Donc, Mmh. un de ces actes, c'est l'acte perlocutoire. Et ça m'intéresse ici parce que l'acte perlocutoire, c'est la conséquence que nos paroles provoquent chez l'autre. Et encore une fois, je l'ai, comme Bybee, comme le reste, je le rapporte aussi au niveau graphique parce que je pense que ce n'est pas impertinent de le faire. Et tout simplement, le fait de se présenter d'une telle manière va provoquer, quelque chose chez l'autre. Si c'est un niveau iconique et visuel, on peut imaginer, par exemple, si on rencontre un chien qui ne bouge pas c'est du tout, mais c'est un chien, c'est un Doberman, on va avoir une réponse autre, que si ce chien, c'est une caniche. Mmh. Donc Va avoir des impacts importants. Je crois que tu évoques le all caps tout en capital qui paraît très agressif et même, certaines personnes se sentent agressées quand, dans les messages, il y a des points à la fin. Ça paraît trop affirmatif. Enfin voilà, il y a des choses comme ça qui sont constatées, absolument, mmh, absolument. Le all caps, d'ailleurs, c'est mmh, un phénomène avéré, constaté. Et ça, c'est intéressant parce que justement, des signes extra-lexicaux pour l'emphase abondent. On a les all caps, les majuscules, les points d'exclamation. On peut mettre en italique, en gras, on peut mmh, souligner. Par contre, des signes extra-linguistiques d'atténuation, mmh, on n'en a pas.
C'est vrai qu'il y a des signes de distanciation un peu, les guillemets, l'italique peuvent être aussi, jouer ce jeu, Oui, mais de d'atténuation, il y a oui. pas vraiment beaucoup, ouais. Je pense que les utilisateurs d'internet, surtout sur les réseaux sociaux, ont vu effectivement ce minuscule vraiment comme un outil, bienvenu d'atténuation, de ton, de stance. Je crois que tu as recensé au moins 6 usages distincts dans la thèse. Donc la nonchalance active, donc on a parlé de ça brièvement sur, Mmh. plutôt le 1 utilisation plutôt par des jeunes, repris par d'autres, pour montrer une, coolitude, heu, non, un certain détachement, voilà. Et ensuite, oui, le shielding, donc c'est d'utiliser l'index et l'enregistrement de cette nonchalance comme une sorte de bouclier, discursif en ligne très efficace. Il y a un usage où c'est plus là, c'est beaucoup plus compliqué à prouver, mais c'est attenuating donc Ce que tu appelles le petit moi? non, non, non. L'attenuating, c'est l'impact morphosyntaxique, où il faut que je fasse encore beaucoup plus de travail dessous. D'accord. OK, donc avec effectivement, je pense qu'il y a une, reconfiguration de la tonicité du I majuscule. Après la mitose, est-ce qu'il y a Donc il d'autres deviendrait impacts, ça deviendrait un clitique, c'est ça? C'est l'idée, ou le I majuscule, dans sa forme nouvelle pourrait avoir un impact un peu comme le moi-je, comme le critique français, dédoublement de la tonicité. parce que c'est vrai qu'actuellement, j'ai l'impression que c'est plus pour, quand on insiste sur le I, c'est pour différencier de par exemple, I want, c'est pas you want, c'est I want. C'est des choses comme ça un peu plus, enfin du métadiscursif un peu. Oui, juste pour reprendre, donc, attenuating, ce serait plus l'impact morphosyntaxique sur des effets qui peuvent s'apparenter à le dédoublement à gauche en français du moi-je, par exemple, des choses comme ça. Ensuite, il y a le petit moi, donc effectivement là, c'était l'étude d'une version, iconique, locutoire de personnes sachant très bien en fait ce que ça représente de manière iconique et entre guillemets «jouant» là-dessus. Oui, le petit moi, donc c'est cette incarnation totale du, anthropomorphisation du minuscule qui permet aux gens, sachant très bien, parce que les gens, en fait, les gens sont des linguistes, tout le monde. Et Mmh. des gens qui utilisent les réseaux sociaux, beaucoup sont d'experts en pragmatique. Hein. Ouais. So, sans le savoir que c'est Austin et que c'est l'acte perlocutoire, ils savent très bien qu'en utilisant le petit i, ça va faire plus mignon ou ça va être aperçu une énonciation écrite sans danger. Voilà, c'est tout doux. Voilà. Et l'autre petit moi, c'est un peu plus compliqué à expliquer. Voilà, c'est, c'est une version d'iconicité qui n'est pas aboutie, en fait. Donc il y a une chose qui s'appelle la fonction réflexive. Mmh. OK. Donc, la fonction réflexive permet tout simplement de de se faire une image mentale de qui on est, qui nous sommes, nous-mêmes. Quelque chose, par exemple, des personnes qui souffrent là, j'ai regardé des communautés de personnes souffrant d'anorexie mentale, sur Reddit. Et donc, qui peuvent avoir, lorsque ça prend une forme sévère, qui peuvent avoir leur fonction réflexive atteint. Et c'est comme ça qu'on voit, par exemple, des phénomènes terribles de dysmorphie, où une personne qui est vraiment très, très maigre va se regarder dans la glace et qui va voir une personne gros. Mmh.
grosse. D'accord. Donc ce n'est pas du tout une réalité et donc les petites études que j'ai fait à l'intérieur de ma thèse, n'est pas du tout décisive et a vraiment besoin d'être, refait avec beaucoup plus de data. Je pense que ça serait très intéressant, Mmh. important, mais ce que j'ai vu, c'était, assez parlant. C'est-à-dire que j'ai pris 2 populations a priori, parce que c'est l'internet, donc on peut jamais être sûr. Ça, c'est le Mmh. gros problème de l'ethnographie en ligne. Mais je pars du principe que les personnes, pour la plupart, sont ce qu'ils et elles disent être. Voilà. J'ai fait une, étude contrastive avec un forum sur le maquillage et un forum sur l'anorexie. Mmh. L'utilisation du I minuscule était beaucoup plus fréquente Mmh. dans la data venant de il peut il peut y avoir d'autres raisons, l'accommodation, ça peut être très fort dans les forums où on partage, le même, souci. C'est pas un topic aussi léger, donc que le maquillage, donc peut-être qu'il y a, le phénomène d'accommodation graphique va être beaucoup plus fort, je sais pas. Mais en tout cas, c'est, je reviens toujours à la même, c'est pas une substitution, c'est un supplément et dès lors qu'il y a le choix entre 2 formes et qu'une personne choisit une forme plutôt qu'une autre, pour moi, ça veut dire quelque chose. Maintenant, si c'est exactement ça, que c'est un marqueur de la fonction réflexive, C'était le I minuscule était plus yeah. utilisé dans les forums sur l'anorexie que sur le maquillage, c'est ça les données? Oui, oui, D'accord. oui. Mmh. Mmh. L'impact, la possibilité de prendre un icône qui est ressemblant, petit, peut être, représentatif de soi-même. Je pense pas que c'est un délire d'imaginer que il y a quelque chose là-dedans. Mmh. J'ai également noté ça dans les forums sur la dépression. D'accord. Évidemment, les personnes souffrant d'anorexie mentale ne sont pas, dans un état psychique, très, très bien. Donc il se peut que c'est plus la dépression qui est marquée par ce choix de I minuscule. En tout cas, dans la forum dépression, ce qui était vraiment très intéressant, c'était, de voir que non seulement c'était très répandu, mais qu'il y avait une sorte d'utilisation quasiment, anaphorique du minuscule. Il y avait un exemple, d'une personne qui racontait, son parcours, aujourd'hui, guéri et qui, racontait donc, un temps où, il était malade. Donc Mmh. très, avec des idées, très noires et cetera. Ce qui m'a, frappée, c'était l'utilisation du I majuscule pour son présent, pour parler de lui-même au présent et de l'I minuscule lorsqu'il parlait de lui-même malade dans le passé. Encore une fois, ça peut être, random, aléatoire sur le clavier, mais, c'est énormément d'observations. Ce serait intéressant de voir, mmh, je sais pas si ça peut intéresser des psychologues aussi presque, parce qu'il y a de plus en plus de consultations psychologiques qui se font en ligne sur des chats et ça peut être des marqueurs de l'état mental de la personne aussi d'une certaine manière. Les marqueurs, c'est compliqué parce que ce sont des choses qui sont par exemple, la communauté en ligne, Reddit d'anorexie mentale Mmh. est très méta, en fait. C'est une population qui est sans cesse en train de faire des recherches sur l'anorexie. Il se D'accord. et donc il suffirait, je pense, de dire que c'est un marqueur pour que ce soit repris. Consciemment Oui, utilisé, oui, c'est oui, ça? mais en Mmh. tout cas, Mmh. oui, oui, consciemment utilisé comme marqueur, Mmh. mais effectivement je pense des études hors ligne, ce serait très intéressant. J'ai pensé à des études, d'écriture, manuscrite, Ouais. de demander, il faudrait faire ça en collaboration avec des psychologues. Je ne suis pas psychologue, donc avec des personnes qui pourraient faire vraiment un essai clinique,
et inviter des personnes à s'exprimer à la première personne pour voir si ça ouais, des choses similaires qui se passent. Est-ce que tu penses que ces usages, peuvent, ensuite se généraliser aux écrits hors ligne? Ou ça reste vraiment très circonscrit, aux usages numériques? Oui, je pense que c'est, des il y a évidemment du passage entre les 2 mondes, Mmh. mais que la transgression hors ligne est plus forte quand même qu'en ligne où, Mmh. c'est là où, le I minuscule est né. C'est là où, ça a pris, émergence, c'est là où ça a été créé, donc c'est organique. Ça alors je dis ça étant d'une certaine génération parce que évidemment, moi je ne suis pas un digital native, je suis pas née avec le numérique. Mmh. Donc j'ai un rapport à ça qui va être différent d'un jeune qui est né avec le numérique et qui a toujours passé de l'un à l'autre, qui a peut-être moins de soucis, Est-ce que avec c'est le ce que minuscule. je crois que tu avais fait une étude, ouais. Je crois que tu avais fait une étude justement dans la thèse qui montrait que les jeunes étaient moins sensibles à ça, à l'écrit, enfin, dans les écrits un peu plus officiels, manuscrits, mais que ça restait quand même très présent. Oui, et il y avait une question, par exemple, sur le fait d'utiliser le lowercase i, donc le i minuscule pour une, invitation de mariage. Ouais. Voilà, dans sur un carton d'invitation de mariage et les plus jeunes n'étaient pas forcément contre. Hem, En tout cas, il y avait plus de hurlements de la part des gens plus âgés. Et ce qui était intéressant, c'était de voir une sorte de belle curve dans les âges, dans Mmh. l'appréciation idéologique du I minuscule, parce que les gens vraiment plus âgés étaient plus acceptants, plus, Tolérant? moins gênés, en Mmh. fait, plus tolérants de la variante que, des personnes entre, 40 et 60 ans. Donc, Ah oui. oui, donc je pense que c'est peut-être, c'est une tranche d'âge où, professionnellement, on est très actif a priori, où, peut-être on fait plus attention à ça, ce genre «d'erreur» entre guillemets. On fait plus attention à sa face parce qu'il y a un enjeu, professionnel derrière ça aussi. Oui, oui. Mmh. Même Il y a j'avais vu cette mention d'une étude qui montrait que la correction orthographique était un des critères les plus, importants dans les critères d'embauche. Je crois que c'était cité dans un des papiers là que tu m'avais envoyé. Je pense que c'est une étude qui date un peu maintenant, qui prédate, l'arrivée des modèles, de langage. D'accord, ouais. Ça va être intéressant de voir, si les choses changent avec l'arrivée massive de l'IA, Ouais. Ah, ça dépend peut-être des qui est modèles, très, conservateur. est-ce qu'ils Oui. vont re Alors il y s a ouais. Bah, si ça dépend si, l'IA est entraînée à partir, uniquement de textes plus officiels ou est-ce que ça prend également dans tous les forums? Et peut-être que dans ce cas-là, certains usages vont aussi, être reproduits. oui. Oui, oui. Non, je pense que c'est le modèle, commercial, standard vraiment s'appuie sur un standard, un langage, grammaire très standard. À normer, oui. Mmh. Après, effectivement, ouais, très normé, on peut effectivement avoir des plugins pour, soit imiter son propre style ou il y a des applications dites humanisantes Mmh. qui consistent qui consistent juste à mettre des erreurs syntaxe. Il y a langage idiomatique, sociolecte, idiolecte, tout ça. En tout cas, je n'ai jamais vu, une production de ChatGPT avec un i minuscule en début de phrase. D'accord. Ouais, Oui, parce que c'est quelque chose que je me ouais. demandais, est-ce que, à quel point ça interagit avec la règle du I, capital et la règle de l'initiale de phrase capitale? Parce que si
est-ce que même si des personnes ont tendance à utiliser le i minuscule, est-ce qu'ils vont quand même mettre une capitale en tête de phrase ou pas forcément? Oui, 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 exactement. Il y a des personnes qui utilisent des minuscules un peu partout. Donc, ces personnes-là m'intéressent moins parce que Mmh. c'est un usage, je dirais, c'est un calque stylistique. C'est pas tout ce qu'on a dit là sur l'index qualité, pardon, ou l'iconicité Mmh. ou vraiment, c'est pas vraiment de la pragmatique non plus, c'est vraiment c'est de l'esthétique. Mmh. Donc le dernier, c'est le minuscule comme effet de camouflage, Ouais. puisque le I majuscule est très saillant comme lettre. Et ça, j'ai une hypothèse aussi, c'est que il y a certains usages de minuscules qui poussent un peu le côté amoindrissement de la première personne, de l'auteur, au bout et plus loin encore pour dire qu'il n'y a pas d'auteur, en fait. Euh, et ce serait éventuellement utile dans les cas où on veut dire des choses vraiment pas très jolies. C'est une forme de position neutre, de neutralité du propos ou pas forcément? Je dirais que je pense que le processus est double, c'est-à-dire que il y a un camouflage dans le traitement orthographique, dans le processing. Donc, il y a des personnes qui ont fait des études avec du eye tracking. Donc, Mmh. comment ça s'appelle le eye tracking? Donc, on suit le, Ciblage oculaire, non? Je sais ou on est capable maintenant de suivre le travail oculométrie. oculaire lors de Ah, c'est ça, oculométrie. l'oculométrie. D'accord. Je suis pas sûr que ce soit très utilisé OK. comme terme. Donc il y a et donc ce sont les études qui permettent de savoir exactement où la personne regarde lorsqu'il ou elle lit quelque chose. Et c'est vrai que l'absence de majuscules impacte fortement. Ça impacte la vitesse de lecture, ça impacte sur la rétention de l'information. Donc, c'est pas anodin d'écrire tout en minuscule, sans ponctuation, par exemple. Et donc, je me dis qu'une personne qui veut dire quelque chose de vraiment, je ne sais pas, raciste ou en général c'est raciste ou Mmh. sexiste ou mais qui a un peu peur quand même. Parce que, hein, on sait jamais. C'est une manière, à travers le tout minuscule, et en particulier Première première personne du personne, singulier. Mmh. première personne du singulier minuscule, tout en disant des horreurs, en quelque sorte, de ne pas être là, de se fondre un peu en plus, c'est dans un flux de texte. Mmh. Et si quelqu'un remarque et qu'il y a un problème avec l'écrit, il y a cette possibilité presque de plausible deniability. Et c'est là où ça rejoint attenuation un petit peu. C'est-à-dire que c'est moi, mais ce n'est pas exactement moi qui a dit ça. C'est un petit peu comme si on prenait un pseudonyme dans ce cas. Mmh. Je crois qu'on dit déni plausible en français, mais je suis pas sûr que ce soit utilisé Yeah. beaucoup. Oui, voilà, ce possibilité de déni Mmh. plausible, Mmh. de dire, de ne pas dire en fait, juste d'utiliser cette version non standard pour dire des choses grotesques Mmh. et C'est pas tout à fait moi qui l'ai c'est dit. un peu comme Mmh. Mmh. absolument, c'est un peu comme tu as dit tout à l'heure sur les guillemets, les Mmh. scare quotes. Mmh. Quand on n'est pas sûr que quelque chose va passer, on va le mettre entre guillemets. Et pour moi, cette utilisation-là de l'i minuscule est un peu comme mettre scare quotes autour de son Mmh. propre nom. D'accord. C'est dire que, ouais, c'est donner son avis sans le donner. Sans le donner de manière officielle. Voilà. C'est un peu Donc, For I is another, je est un autre de d'Arthur Rimbaud. oui, effectivement, il y a d'autres langues et d'autres langues, ça c'est une vraie. Oui. Beaucoup d'autres. Dans la thèse, j'ai regardé un peu le traitement orthographique, Oui. visuel, et je me suis posé la question sur la complexité des formes graphiques. Ouais.
s'il y avait quelque chose, qui était en jeu comme ça et le donc j'ai fait une comparaison entre, 10 langues, européennes, Mmh. plus ou moins, complexes dans le sens purement visuel, avec des glyphes de de la construction, voilà, architecturale et c'est vrai que c'est bon, encore, c'est qu'une seule étude, il faudrait faire plus, mais c'était intéressant de voir plus une langue était, complexe dans le sens de ses glyphes. Tu parles notamment des diacritiques, ce genre de choses ou? Exactement, D'accord. oui. Mmh. Bah, dans les data que j'ai recueillies, en fait, il y avait, moins d'utilisation de, minuscules en début de phrase. Alors, ça veut dire ce que ça veut dire. Mon interprétation de ça, c'est un petit peu l'hypothèse que j'avais en entrant. Donc, c'est des langues comme l'anglais, qui sont devenues simplifiées au fur et à Graphiquement? mesure. Graphiquement aussi, bah, on a besoin de recomplexifier en fait notre, inventaire pour pouvoir exprimer des choses, de manière efficace comme ça, des choses pragmatiques, de manière extrêmement efficace. À voir, il faudrait refaire une expérimentation pour voir si ça a les mêmes résultats, mais des langues avec beaucoup plus de diacritiques, de signes autour des lettres alphabétiques, Mmh. bah, montraient beaucoup moins d'utilisation de minuscules en début de phrase. Mais bon, D'accord. ça pourrait juste dire que ces sociétés-là sont plus conservatrices. Je crois que les Tchèques sont particulièrement attachés à leurs diacritiques, il me semble. Il y a une conscience de ça, une fierté liée à ça. Il me semble que j'avais vu ça dans les écrits de Kundera notamment. Tu peux se demander à quoi ressemblerait ce type de typographie atténuante dans des écritures qui n'ont pas l'alphabet latin, qui ne sont pas l'alphabet latin ou par exemple les sinogrammes ou les kanji, à quoi ça ressemble la typographie atténuante. Mais est-ce que c'est même pas possible, non? Bah, j'imagine que non. Après, il y a la distinction caractère simplifié traditionnel déjà, qui est politiquement très marquée entre Taïwan et la Chine continentale. Mais après, c'est une autre, ça, c'est à d'autres niveaux, oui, j'imagine. Mm. Oui, oui, oui. Non, il y a tant de choses à explorer encore, je pense. Moi, je posais la question sur le terme de white flag typography. Oui. Parce que c'est vrai que, enfin, après, pour la traduction française, typographie du drapeau blanc. D'un point de vue graphique, ça m'évoque beaucoup de choses, mais pas tellement l'atténuation en fait, parce que euh, le drapeau en graphisme, ça désigne une forme d'alignement du texte. C'est en anglais, je crois que ça se dit. J'avais noté ça, flush left, flush right, quand c'est pas justifié. Ah, On parle de drapeau en ah français. oui. Et c'est vrai que il y a la notion aussi de blanc typographique qui est justement tout ce qui entoure les lettres. Et puis même aussi peut-être de l'écriture blanche qui est une forme d'écriture très neutre et distanciée et qui fait aussi écho à Ah la ça, c'est théorie. intéressant Hmm. parce que là, ça Ça peut marche marcher. pour le coup. Ça, je crois que ça avait été théorisé Qui par fait écho à Barthes. la théorie de C'était oui, sur le degré zéro de l'écriture, il me semble. Et aussi qui rejoint une forme de en design graphique, il y a toute une métaphore qui a été développée par Béatrice Varde sur la the crystal goblet, le verre de cristal, comme la typographie comme un verre de cristal qui doit être invisible. mmh, C'est un peu cette sorte de neutralité du signe qui doit juste porter le message. Et finalement, oui. ça évoque aussi un peu ça, ça rejoint d'une certaine manière le white flag typography. Mais c'est vrai il y a tous ces signifiants qui sont Oui, convoqués. oui, effectivement et dans le white flag, il y a quand même c'est une action et c'est ça qui est un peu en tension avec ce que ça raconte en fait, dans ce que je raconte comme étant une, implémentation consciente de l'amoindrissement. Quelqu'un qui veut arrêter la guerre et ne veut pas être, tiré dessus, doit quand même prendre le risque de montrer ce drapeau blanc et peut-être, il y a une sorte de petite analogie là avec la décision
de ne pas utiliser la norme, le standard. Après, je sais pas comment, je sais pas si comment on appelle ça, les connotations, enfin, le terme white flag typographie sera reçu de la même façon dans le monde anglophone et dans le monde francophone. Je sais pas si les associations sont les mêmes. Drapeau blanc, je Hmm. pense que Bah, le symbole drapeau blanc est est le même. le même, mais typographie, en fait, il y a le du drapeau blanc. Peut-être qu'on pense moins au symbole directement du drapeau blanc, symbole Mmh. pacifique, je sais pas. Mais Oui, c'est vrai que peut-être. ça m'avait un peu marqué. Après, c'est peut-être mon prisme de graphiste qui touche. Parce que finalement, c'est quoi? Ce serait typographie atténuante. Je sais pas si ça marche en France. Hein. Si c'est ça l'idée ou. Mmh. Bah, c'est la grapholinguistique, en fait, donc c'est toujours le souci. On peut choisir des titres, Hmm. très longs, Oui, oui. très justes ou alors, des titres courts, qui embêtent tout le monde parce que c'est pas exactement de la typographie Hmm. non plus dont je parle, mais voilà, c'est j'avais un problème avec l'utilisation du mot orthographe dans mon titre parce que Oui. orthographe veut dire le le contraire de ce que je voulais, étudier donc Ça m'a fait penser au red flag aussi. c'est vrai qu'il y a des flags partout maintenant dans Ouais. l'esprit, mais Mm. white flag, je pense que c'est effectivement, tu as raison, que c'est, un symbole qui est invoqué beaucoup plus dans le monde anglo-saxon contemporain que dans le monde francophone. Ouais, Yeah, d'accord. Ouais, c'est possible parce que moi, je pense que ça me parle yeah. moins en tant que. Mmh. Mais bon, c'est un détail. En tout cas, c'est vrai que c'était intéressant d'avoir ce côté. Justement, tu parlais de grapholinguistique. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que finalement, c'est un peu étudier des choix graphiques, typographiques avec des outils linguistiques et ouais, c'est un peu entre les deux domaines qui m'intéressent. C'est vraiment super intéressant. Je pense qu'on a passé outre, les dernières décennies où, il y avait une espèce de séparation comme ça entre, diverses écoles et théories de linguistique et maintenant, il est Ouais. accepté que, tout majuscule, par exemple, revient à créer une phrase Mm. et donc ça veut dire que graphophonologie, c'est une chose, c'est une, discipline et c'est fascinant. C'est vraiment C'est vrai fascinant. que moi, quand j'avais écrit mon mémoire sur le Y, j'étais en première année de licence de linguistique et on revient à la base, sociaux, tout ça, et j'ai ressenti presque le besoin de me justifier, d'utiliser des concepts linguistiques dans un ouvrage qui s'intéressait à des usages graphiques. Et en fait, on se rend compte que c'est des choses qui sont aussi très étudiées finalement par des linguistes. Ah oui, Mm, mais totalement. Il y mm, a il y a Jürgen Spitzmüller qui a fait un super, papier il y a quelques années maintenant sur le black letter. Les lettres gothiques. Oui, Mm, qui est un aéroport de Berlin, je pense l'ancien aéroport. Il y avait un café avec l'écriture mm. gothique comme ça et c'est, les idéologies et tout ce que ça véhicule. Effectivement, ce n'est pas le crystal glass, hein. Moi, ça me fait penser à la thèse de Charles Gauthier que j'avais citée dans mon mémoire. Ça s'appelle l'image, la graphie et le politique. Et justement, il fait une étude assez large de tous ces emplois politiquement chargés de la graphie et il fait référence au gothique versus roman, écriture. Ouais. Et donc, oui, Mmh. c'est jamais neutre euh, de ces Non, choix-là. non. Non, c'est jamais neutre et on va peut-être finir, Oui. mais j'étais contente, oui, de visiter ma tante d'amour et elle m'a emmenée voir la chapelle Rosslyn et il y a un cimetière en contrebas et il y avait un tombeau assez neuf avec une pierre tombale en granit très jolie, très visiblement très cher et l'inscription était en Comic Sans. Voilà. Et je suis restée, mais longtemps. Et ça a créé une sorte de dissonance dans ma tête. Je ne pouvais pas accepter l'existence Oui, oui. des deux choses. Et voilà. C'est jamais neutre. Et
malheureusement, cette pierre tombale Mm. est un tout petit peu ridicule quand même. C'est marrant parce qu'en parlant de ça, il y a beaucoup de... Il y a un style qui se retrouve beaucoup dans les cimetières, notamment en France, avec dans les capitales, avec le I qui a un point sur la capitale. Et ça, c'est quelque chose qui j'ai l'impression qu'il se retrouve uniquement dans ce style-là, des pierres tombales, et très peu ailleurs. Et je me demande finalement si les usages du I minuscule se répandent. Peut-être que l'anglais va réutiliser ce signe-là qui est utilisé en turc, notamment. Il y a la distinction I avec et sans point, c'est deux glyphes bien distincts. Et peut-être que ça va être réintroduit en anglais, on ne sait pas. Donc une troisième proposition. Non, mais pour le distinguer le I minuscule en initiale de phrase. Oui, donc bas. Mais grand. Oui, c'est ça, bas, mais majuscule avec le... Je pense pas que ça se fasse, mais ça pourrait être une manière de régler le conflit. On sait jamais.